de dire, en gros, le lundi, on fait une réunion sur les objectifs de la semaine et vous vous organisez quand vous voulez. Et comme vous voulez, vous n'allez pas me rendre des comptes à l'heure, à la journée. Pour moi, ça n'a pas de sens. Mais de laisser du coup un petit peu de largesse dans cette semaine pour que chacun puisse s'organiser et on se connaît. On se dit, bah moi, le lundi matin, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire ça. Donc pourquoi imposer des rythmes de travail Hmm. où en fait le salarié, moi-même, je ne sais pas forcément à quel moment il sera le plus performant parce qu'on est tous différents. Donc en fait, je vais pas imposer des rythmes de travail. On va laisser une porte ouverte en fait, justement à ce que je disais, à l'autonomie et à un cadre qui fait, bah voilà, en gros, tu sais raisonnablement que tu as une semaine pour atteindre ces objectifs, donc il faut quand même cadrer. Mais voilà, j'impose pas un rythme. Voilà, pour moi, ça n'avait pas de sens. Quand je pense au management de demain, je vois des dirigeants et des managers dont la posture est celle d'Elia Pribil. Vous allez découvrir une vraie femme leader qui a une tonne de qualité. Mais celle que je retiendrai le plus est le fait qu'elle se remette en question. Cette remise en question lui permet de mieux se connaître et de se développer très vite. Elle apprend de ses erreurs et de toutes les personnes de son entourage qui croient en elle et à son projet. N'est-ce pas là la clé pour construire des équipes performantes et une entreprise qui marche? Elia a su mettre en place les clés du manager épanoui et nous parlons dans cet épisode de confiance en ses équipes, d'optimisme, de résilience, de rythme de travail et même de la semaine de 4 jours et demi pour les salariés et de tous les sujets qui permettent d'obtenir des salariés épanouis en les rendant autonomes et responsables. Je vous laisse découvrir Elia, une dirigeante bienveillante, optimiste et résiliente. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'accueillir, j'ai envie de changer le verbatim aujourd'hui parce que j'ai toujours les mêmes introductions et donc pour Elia, j'ai envie de changer, donc j'accueille aujourd'hui Elia. Alors Elia, c'est, j'ai envie de dire la queen des appels d'offres. J'ai décidé de l'appeler comme ça aujourd'hui. Dirigeante bienveillante de AOP Pibril depuis 18 mois. Elle va nous en parler. Spécialiste des appels d'offres publics et privés. Elle fait de la formation aussi. Et ce que j'ai aimé chez Elia, et que j'avais envie de... C'est pour ça que je l'ai invitée sur ce podcast. Je trouve qu'elle a forcé le destin. Et elle incarne aussi que tout est possible. Donc voilà, j'avais envie de vous la faire connaître et de discuter avec elle pendant 1 heure. Et donc voilà, donc bonjour Elia. Bonjour Fabienne, comment vas-tu? Ça va super, merci. Merci à toi de m'inviter du coup sur ce podcast qui me fait très plaisir. Voilà, Et déjà d'être avec l'introduction? toi, hein. Ouais, c'est sûr, c'est bon. L'introduction, c'est AOP Privil. Ah, d'accord. AOP Friville, d'accord. La Queen, bon, je prends, je prends. Ok, donc déjà, ce que je te propose, c'est déjà en quelques mots de te présenter. Tu te présentes comme tu veux, c'est toi qui choisis. D'accord. Donc effectivement, il y a Privil, dirigeante de la société AOP Privil, donc qui est toute jeune. Euh, Par contre, mon expérience est évidemment, elle, sur plusieurs années et donc je suis très heureuse d'être entrepreneuse, de pouvoir parler de mon parcours, voilà, de ce chemin parcouru malgré qu'il soit jeune en tant que dirigeante et de pouvoir partager effectivement à travers différents canaux là dernièrement sur, bah, voilà, sur ce statut tout nouveau. Et bah, encore une fois, a priori, on va en parler, donc ça c'est plutôt cool. Oui, effectivement. Et puis il y a aussi ce que j'ai oublié de rajouter que je trouve aussi intéressant, c'est que je trouve que tu es aussi une femme de réseau. Et je pense que le réseau est quand même la clé, surtout dans l'entrepreneuriat, et pas que, parce que même quand on est salarié, d'avoir un réseau, c'est important pour trouver le poste d'après, pour évoluer, pour apprendre de nouvelles choses, etc. Je pense que c'est... Donc j'aimerais bien aussi en discuter aussi avec toi sur cette partie réseau. Donc, où tu habites? Tu ne nous as pas précisé où tu habitais. Alors, moi, je suis dans le Tarn, sur Albi. Ok, donc on est effectivement dans la même région, on est un peu loin, mais on se voit, on arrive à se voir quand même On physiquement, arrive. hein, à mi-chemin, on arrive à se voir. Donc,
Donc, tu nous as décrit un petit peu Est-ce que tu peux donner juste un tout petit peu plus de précision sur ton parcours professionnel, les choix qui ont fait qu'en fait aujourd'hui tu es entrepreneuse? Les choix, bon, je vais d'abord faire mon parcours rapidos, alors du coup, le pédigré, comme on dit, horrible. Donc, master en communication, j'avais un ADN pour l'événementiel et je pense que ça revient parce que vraiment l'événementiel, c'est la rencontre des personnes et en plus, c'était culturel. Donc, ça, c'était vraiment avant. Mais effectivement, ça découle aussi de mon envie de rencontrer les gens et de rester en contact avec eux. Donc, j'ai fait ce premier master. Ensuite, j'ai changé de région. Ce changement de région a fait qu'effectivement, j'ai dû me reconvertir dans la réponse aux appels d'offres. Donc, j'y suis arrivée un peu par hasard, mais j'imagine qu'on y reviendra plus tard. Et donc, en 2013, j'ai commencé comme auto-entrepreneuse. Je suis retournée salariée pendant quelques années, donc 5, 6 ans. Et ensuite, je me suis relancée comme dirigeante à temps plein. D'accord, ok. Donc en fait, il y a eu un peu d'entrepreneuriat, un peu de salariat et un peu d'entrepreneuriat, si je comprends bien. Oui, en sachant que auto-entrepreneuse, je suis restée auto-entrepreneuse en fait toute la durée de mon salariat aussi. Donc D'accord. voilà, j'étais un peu mi-figue mi-raisin quand même. Mais D'accord, bon, ok. je savais que j'allais me relancer à mon compte à un moment donné. Et je pense que les dirigeants qui m'ont pris comme salarié le savaient aussi. D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu savais que tu serais entrepreneuse? C'est-à-dire que tu dis entre les deux statuts, tu savais que de toute façon, tu allais y retourner. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit ça? Alors en 2013, pour le coup, moins confiante parce que je me suis vraiment lancée en me disant, mais comme on m'embauche pas, je vais créer mon job. Donc ça, c'était vraiment le premier constat. Voilà, je vais créer mon emploi parce que je trouve pas de boulot en communication. Mais ce mouvement, cette action a permis finalement de rentrer en contact avec le premier client qui m'a finalement lancé sur les appels d'offres et où en fait c'était une vraie révélation pour moi et je savais, enfin que là j'avais découvert vraiment un nouveau talent qu'il y avait quelque chose à faire dans ce domaine-là. J'avais expérimenté 2, 3 clients et du coup, avec beaucoup de réussite, donc j'étais quand même assez convaincue. Et en fait, pour des raisons plutôt familiales et perso, on a assuré, entre guillemets, le côté salarié avec une recherche de complexité, du coup, dans l'architecture, ce qui m'a effectivement, finalement, permis de vraiment grandir et de monter en compétences dans cette expertise, puisque là, en fait, on voit différentes catégories. Au début, je répondais pour des entreprises seules. Alors, je ne sais pas si ça parle, là, je rentre dans la technique, mais ensuite, j'ai répondu pour des groupements, pour des mandataires. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à manager des équipes pour répondre à des appels d'offres, Hmm. chose que je ne connaissais pas. Donc, finalement, on le sait, rien n'arrive par hasard. Et ça m'a vraiment permis, en fait, de découvrir un secteur très complexe et en plus des montages très spécifiques. Et quand je me suis sentie prête aussi en termes de réseau et d'expérience, en termes de diversification, je savais que voilà, il fallait que je repasse en mode entrepreneuse à 100%, full time. D'accord, super, merci pour ça. Alors c'est intéressant parce que je juste revenir sur quand tu as dit au tout départ, parce que ça me parle et ça résonne aussi pour moi. J'ai pas trouvé le job. En fait, j'avais fait des, une, j'ai une formation, j'ai un diplôme, et puis on pense qu'on sort de l'école et en fait, voilà, on va trouver du boulot parce qu'on nous a dit, on nous a fait croire en fait un peu que ben si tu travailles bien à l'école, tu vas travailler après, tu vas avoir un bon travail avec un bon salaire. Je sais pas si c'était comme ça pour toi aussi, mais en tout cas moi c'était ça. Et donc là, comment t'as vécu justement le fait de... Je vois que t'as rebondi, mais tu vois, ça a dû s'écouler entre le moment où tu sens que ça sera plus difficile pour toi et le moment où tu te dis, bah, je vais créer mon propre job. Comment ça a été pour toi cette période-là? Alors déjà, j'étais très jeune hein, parce que j'avais entre 21 ans et 25, 26 quand même. Donc, enfin, pour dire vraiment, le parcours déjà a été long dans le temps. C'est pas évident parce que j'avais quand même un bon CV, je présentais bien, donc j'étais quand même souvent retenue en entretien. Enfin voilà, sur ça, il n'y avait pas trop de soucis. Je pense qu'à ce moment-là, en fait, et je le vois en fait, donc je suis très tolérante sur les recrutements que je fais pour le coup, et humainement aussi sur les personnes que je recrute, les parcours atypiques me dérangent moins. Enfin voilà, je ne recherche pas le diplôme, mais vraiment des compétences et du potentiel. Mais du coup, sur cette période, c'était plutôt
Alors, j'ai pas eu trop de problèmes quand même d'assurance en moi, même si effectivement les échecs, on va dire entre guillemets des échecs s'accumulant, il y a quand même des questionnements en tout cas qui arrivent. Non, mais effectivement, j'arrive pas à trouver de boulot, il n'y a pas de débouché. En sachant que j'ai quitté un poste, une alternance sur Paris où mon employeur me proposait de m'embaucher. Donc je me dis, ah, voilà, hein, en gros, j'ai choisi, parce que je suis venue dans la région par amour, donc j'ai choisi l'amour à la place de ma carrière. En même temps, j'étais jeune. Franchement, je savais que j'étais capable de rebondir. Sur ça, j'ai jamais douté. La question, c'était comment. Donc la question est quand même. Enfin, j'ai mis du temps quand même à aller, à me diriger vers l'entrepreneuriat. Sur la possibilité d'y aller, je m'y suis mis vraiment au pied du mur. Vraiment parce que Hmm. j'avais trouvé un petit boulot qui me convenait pas. Le patron surtout me convenait pas. Euh, voilà, sur ces premières années. Et finalement, mais bon, ça m'a permis aussi de revoir du chômage, etc. Et je me suis dit, voilà, là, je suis obligée de créer mon entreprise, donc je vais y aller. Mais je m'en sentais pas au début forcément capable de suite. D'accord. Ok, voilà, c'est effectivement, mais en même temps, tu étais jeune. Alors, ce qui est intéressant, j'ai envie d'aller un cran encore plus loin, parce que Elia commence à me connaître et sait que, voilà, on me dit un truc, il y a un petit mot là qui me. Moi, ce que j'entends, c'est que tu as renforcé dans cette période-là une forme de résilience que tu avais déjà. Et je me demande, justement, par rapport à ton enfance, est-ce que tu as une idée de d'où te vient justement cette résilience? Parce que je sais que tu l'as encore aujourd'hui, parce que pour te connaître un peu. Est-ce que tu peux nous dire comment tu penses que tu as construit, toi, cette résilience? Parce que c'est toujours intéressant pour les auditeurs et les auditrices de savoir comment on fait pour être résilient. Bah, de toute façon, moi, j'ai une forme de rejet assez fort des stigmates en général. Tout ce qui est stéréotypes, stigmates, étiquettes, voilà. C'est pas parce qu'on a vécu dans le 93 qu'on va pas réussir. C'est pas parce qu'on n'a pas le bon diplôme qu'on n'est pas capable. Tout ça, pour moi, c'est une question d'intelligence et encore une fois d'être dans l'action, de chercher quand même, hein. Il y a beaucoup cette envie de chercher, de trouver la bonne solution. Je me dis que si c'est pas la solution A, ça sera la solution B, et si c'est pas celle-là, ça sera la C, et ainsi de suite. Et par contre, effectivement, du coup, accepter l'apprentissage par l'échec pour se dire, aussi, c'est un peu aussi le destin. C'était pas la bonne solution. Il faut pas chercher des raisons à tout, et ça sera la prochaine. Et de toute façon, à chaque fois, on va quand même si on n'a pas l'impression au début, je sais qu'on va quand même vers le haut à chaque fois qu'on se dit, bah, c'est autre chose. C'est une autre solution qui nous attend. Et Hmm. effectivement, c'est encore quelque chose que j'ai beaucoup et que j'utilise beaucoup dans mon entreprise, quoi. C'est pas cette technique qui marche pour prospecter, admettons, on fait autre chose et c'est pas Hmm. grave, voilà. Hmm. Ah, mais c'est ça, alors ça c'est vraiment pour moi une clé en tout cas. Donc c'est une des clés de l'intelligence émotionnelle et c'est une des clés pour moi de l'entrepreneur qui arrive, qui réussit, c'est la résilience. Et dans ce que tu dis, il y a un des paramètres de la résilience qui est nécessaire, que j'entends, c'est l'optimisme. Est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un d'optimiste, Elia? J'entends déjà mon équipe rigoler, je pense en écoutant ce mot. Optimiste, oui, mais en plus réaliste quand même, parce que souvent, optimiste, on dirait Ah, que c'est c'est ça. naïf. Ah C'est oui, non, pas mais c'est ça qui est naïf, hein. intéressant. Eh Mais ouais, moi c'est pas je connais la naïf. bonne définition. Et Et c'est, justement, ouais. est-ce que tu as t'as la sensation, toi, que les gens peuvent percevoir l'optimisme comme de la naïveté? Mais clairement, alors que pour moi, c'est complètement faux. En fait, optimiste, c'est justement être dans une vraie réalité et de se dire, moi, j'accepte en fait déjà la remise en question. Encore une fois, on parle d'échec, mais plutôt d'apprentissage, et de me dire, ben justement, c'est pas la bonne solution. Je suis réaliste, mais comme je suis optimiste, je dis, mais il y a forcément une solution qui va marcher et qui va me convenir. Donc, il y a une forme d'agilité dans l'acceptation finalement voilà, du fait que ça ne marche pas. Mais quand on dit optimiste, ouais, t'es optimiste, ça fait un peu genre Benet qui sourit, mais enfin, je pense qu'il y a une vraie réalité, voilà, une vraie Oui, non, acceptation de mais, la ah ouais, réalité. non, mais pour moi, de toute façon, j'ai déjà beaucoup communiqué sur ce sujet-là. L'optimisme, de toute façon, c'est déjà une preuve de courage parce que c'est affronter quelque chose qui est pas forcément positif, justement, et de comment je transforme une situation inconfortable et négative, entre guillemets, en quelque chose de opportunité et positivité, quoi. Donc, ça demande justement d'être actif, acteur, plus que un pessimiste qui sera passif dans le fait d'être juste là et accepter son sort et ne rien faire pour le changer. Donc nous sommes tout à fait alignés, Elia. Je valide. Donc alors ce qui est intéressant aussi, c'est à un moment donné, tu as dit au tout départ, ben j'aimais pas le premier patron.
Et généralement, quand c'est comme ça, on fait un peu. Bah, quand je serai patron, je ferai autrement. Qu'est-ce que toi, tu fais autrement en tant que patronne? Je permets de préciser, j'ai pas aimé le patron. Non, c'est le patron qui m'aimait pas. Là, ça, tu peux rien y faire, par contre. Là, on peut pas faire de sorte à ce que les gens Euh, nous aiment. Après, Mais c'était pas, j'ai pas pris personnellement. Je pense que voilà, il aimait pas les gens en général. ouais, donc Voilà, c'était pas hein, toi, c'est pas de pas problème. toi. Mais je pense que tu as eu quand même des mésaventures comme nous tous, où bah, le courant il passe un peu moins bien et que en fait tu as des comportements plus que des. Tu sais, c'est pas la personnalité, la personne en elle-même, c'est plus des comportements qui ne te correspondent pas et que tu te dis, bah moi quand je serai chef d'entreprise ou que j'aurai des équipes, bah, je vais faire autrement, qui fait que tu es aujourd'hui. Comment tu pourrais te décrire toi-même en tant que manager aujourd'hui en fait? Bah, tu l'as dit en intro, hein, c'est-à-dire bienveillante, humaine, hein, tout simplement. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai que je me rends compte que j'ai pris les habitudes de parler avec le jargon d'aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, émotion, intelligence émotionnelle, résilience, acceptation de l'autre, les valeurs, être en alignement. Bon, avant, j'avais pas du tout tous ces mots, toute cette approche. Juste effectivement, encore une fois, on l'utilise beaucoup en ce moment, c'est l'intuition, mais c'est vrai, Hmm, il y a ce sentiment, quelque chose d'inexplicable, d'irrationnel en fond où on se sent pas à l'aise. On n'est hmm, effectivement pas d'accord, on n'est pas en alignement. Il y a quelque chose qui fait mal à l'intérieur. Il y a une boule, voilà, il y a une boule qui nous dit si là t'es pas en accord avec toi-même, t'es pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Vraiment, hmm. et effectivement qui peut ressortir bah, physiquement hein, quand on somatise, quand voilà, on n'arrive plus à aller au boulot, on voit notre patron, on peut plus l'encadrer, voilà, plein de choses qui sont des alertes, des alarmes, et qui font dire qu'effectivement, moi, en tant que patron ou dirigeante, j'ai pas envie que mes salariés en fait vivent ça. Et en plus de ça, même si j'avais quand même un côté très professionnel qui me disait, bon, allez, on va faire la mission, on va finir le truc, on va le faire bien, parce que c'est dans aussi, ça fait partie de mes valeurs d'aller au bout des choses. Mhm. Ouais, le contre-cœur, il est quand même là, parce que tu dis, tu bosses pour un patron, en fait, qui te donne pas envie. Donc, en fait, voilà, c'est ce qui ressort, c'est comment donner envie à mes salariés de s'impliquer dans mon entreprise en bonne intelligence, de comprendre aussi qu'en fait, on ne dissocie pas la vie pro de la vie perso, c'est faux. Enfin, je veux dire, voilà, on le sait tous, c'est complètement faux. Et du coup, comment bah, leur dire à travers plusieurs outils, plusieurs façons de faire, bah, voilà, on peut travailler tous ensemble dans la performance avec des objectifs et les responsabiliser par rapport à ça. Ce qui est quand même un gros sujet, hein. Oui, On est d'accord. oui, 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 parce que là, je note quelques mots-clés pour savoir rebondir, parce qu'il y a plein, plein de choses que tu as dites là. Donc là, déjà, la première, c'est comment on donne envie à une équipe de s'impliquer. Ça, c'est une réelle question, en fait, hein. Il y a plein de choses qu'on essaye, on tâtonne, et puis c'est parce que ça dépend tellement des gens. Donc en fait, j'ai envie de dire que ta recette n'est peut-être pas la même recette que la mienne, parce qu'on n'aura pas la même équipe, pas le même environnement, le secteur, etc. Et donc, toi, juste pour toi déjà, comment tu fais pour donner envie? Alors moi, au début, je me suis dit qu'il y avait une notion forte de vision. Voilà, enfin, j'ai traduit comme ça. Donc, il faut donner une vision. Et moi-même, je suis convaincue aujourd'hui du service et de l'approche que j'ai, du projet que je suis en train de monter. En plus de ça, j'ai vraiment, pour moi, ça a du sens, mais j'ai vraiment essayé de donner du sens aussi à mes salariés dans la mission qu'on est en train de faire auprès des entreprises. C'est-à-dire qu'on accompagne des entreprises pour les aider à remporter des appels d'offres. Au-delà du fait que c'est peut-être complexe ou pas, on est en train de jouer sur la pérennité de leur chiffre d'affaires. On n'est pas en train de vendre des choses sur des promesses plus ou moins avec une différenciation, un positionnement. On est quand même sur quelque chose de concret. On joue sur le chiffre d'affaires. On est en train de travailler avec le client pour qu'il ait un chiffre d'affaires qui lui permettent, lui, d'atteindre ses objectifs, qui va être pérennisé, faire de l'emploi. Voilà. Mais tout de suite, c'est quand même moins difficile de donner du sens à ce qu'on est en train de faire aux salariés. Donc ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose pour donner envie, ben, c'est d'avoir un patron qui fait confiance. Je pense que voilà, le fait de leur dire aujourd'hui, moi, je vous fais confiance, ça va donner ensuite place à plusieurs outils. Le télétravail, je pense qu'on ne le fait pas une fois par semaine si on n'a pas confiance. De dire aujourd'hui, on est capable de travailler sur 4 jours et demi plutôt que 5, parce qu'en gros, le vendredi après-midi, on est déjà ailleurs, on est déjà peut-être en week-end. Mais par contre, de leur dire, voilà, moi, je pense que vous êtes capable de travailler sur 4 jours et demi plus ou moins à fond, mais plutôt que sur 5 jours dilués,
où à la fin, on est, bon, voilà quoi. De dire, en gros, le lundi, on fait une réunion sur les objectifs de la semaine et vous vous organisez quand vous voulez. Et comme vous voulez, vous n'allez pas me rendre des comptes à l'heure, à la journée. Pour moi, ça n'a pas de sens. Mais de laisser du coup un petit peu de largesse dans cette semaine pour que chacun puisse s'organiser et on se connaît. On se dit, bah moi, le lundi matin, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire ça. Donc pourquoi imposer des rythmes de travail Hmm. où en fait le salarié, moi-même, je ne sais pas forcément à quel moment il sera le plus performant parce qu'on est tous différents. Donc en fait, je vais pas imposer des rythmes de travail. On va laisser une porte ouverte en fait, justement à ce que je disais, à l'autonomie et à un cadre qui fait, bah voilà, en gros, tu sais raisonnablement que tu as une semaine pour atteindre ces objectifs, donc il faut quand même cadrer. Mais voilà, j'impose pas un rythme. Voilà, pour moi, ça n'avait pas de sens. Après, quand même, sur mes derniers postes, je dois dire que ça, je l'avais. Clairement, on m'a quand même laissé faire et on m'a vraiment laissé place à mon organisation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je récupère du salariat. D'accord. Donc, Totalement. ouais, ouais, non, mais c'est super intéressant. Alors, il y a plein de trucs, c'est-à-dire que, euh, en fait, c'est comme si tu es en train de me dire que, en fait, tu as mis les ingrédients des entreprises de demain, quoi. C'est-à-dire que moi, en tant qu'experte, si tu veux, du management et leadership, je sais que c'est les entreprises qui vont fonctionner comme ça qui vont réussir à perdurer. Et donc là, je sens que quand on met tout ça en place, c'est qu'on a envie de durer dans le temps. C'est pas juste monter une boîte pour monter une boîte. C'est vraiment, j'ai envie d'impacter, d'exister longtemps en tant qu'entreprise. Donc déjà, bravo pour ça, parce que je trouve ça juste exceptionnel vu ton jeune âge. Il y en a qui sont plus vieux, qui ont encore du mal. Et j'ai envie donc, pour revenir à ce que tu disais, donc pour moi, il y a les deux dimensions, la vision et faire confiance. Donc ça, et donc dans le faire confiance, tu as parlé du rythme de travail, de l'autonomie, de la responsabilité. Voilà, il y a tout ça qui fait partie de faire confiance. Moi, ce qui m'intéresse, parce que j'ai eu cette question-là, j'ai eu un petit débat avec un ami parce que je prône la semaine de 4 jours. Donc je pense que euh, à mon sens, en termes de rythme, si on est honnête, et tu l'as très bien dit, déjà le vendredi midi, la tête est déjà ailleurs, voilà, et ça c'est une façon de le dire. Plus tous les cafés qu'on peut faire, pour faire durer le temps, en fait, parce que ce côté présentéisme, en fait, en quelque part. Et toi, tu as trouvé la clé en disant, ben voilà, j'ai l'impression que je donne des objectifs très clairs, et donc après, tu fais le rythme, tu prends le rythme dont tu as besoin pour le faire, mais tu sais aussi combien de temps ça dure pour se dire, ben voilà, euh, euh, si jamais, voilà, combien de temps t'as besoin pour le faire. Mais moi, j'avais en face quelqu'un qui me disait, non mais attends, tu crois quoi? Si c'était si simple, ça existerait. Qu'est-ce que tu peux te dire, justement, toi, par rapport à ton expérience? Tu vois, qu'est-ce qui marche bien et c'est ok, etc. Ça, ce qu'on comprend. Mais qu'est-ce qui aussi peut être un truc où toi tu es vigilante, où tu fais attention justement pour dire, mais oui, mais si vous faites ça et ça, c'est ok, ça marche en fait. Je reste coach quand même dans mon entreprise, donc les salariés savent qu'ils peuvent me demander aussi conseil ou s'ils ont un doute même sur la hiérarchisation des missions ou voilà, voilà, évidemment on est là pour discuter. Euh, je suis là aussi quand il y a des difficultés ou que j'anticipe aussi des points de difficulté, en tout cas que j'identifie pour les aider. Mais après, voilà, on est sur un dialogue plutôt fluide. Ils savent que s'il y a un souci ou s'il y a une question, voilà, on y répond ensemble même, hein. Soit j'ai la réponse, soit on y répond ensemble. Euh, Encore une fois, je pense que vraiment les objectifs et de donner du sens dans l'ensemble de ce qu'on fait, ça joue pas mal. Après, effectivement, comme ça n'existe pas dans toutes les entreprises, je pense qu'il y a un côté où ils se sentent privilégiés quand même, clairement. Mhm. Surtout qu'en plus, j'ai des alternants, pas que des salariés. Donc, même les alternants, ils disent, ouais, voilà, quand ils en parlent à leurs étudiants, enfin aux autres étudiants, et, ah ouais, t'as de la chance, etc. Donc, le côté marche, dynamique, etc. Et le côté quand même qu'ils se sentent aussi privilégiés et qui sentent de l'attention. En tout cas, ils savent. En tout cas, moi, je mets vraiment de l'attention dans ma façon de manager, etc. Et je suis la première à dire, bah, nul n'est parfait, hein. Je veux dire, voilà, je suis pas parfaite en tant que manager, mais de laisser ouvert justement à la remise en question et de se dire, bah, voilà, si c'est déjà arrivé, s'il y a quelque chose qui va pas, on en parle et puis
enfin voilà, fait que effectivement, je pense que ça marche et que la responsabilisation marche. Parce qu'en fait, là, j'entends que c'est un discours pour moi de manque de confiance. Si on dit mais ça marche pas parce que bah, en fait, il faut donner confiance, il faut pouvoir faire confiance, je pense, à ses salariés. Et encore une fois, il y a aussi une grande transparence, même sur le chiffre d'affaires qu'on essaye d'atteindre tous se rémunérer. Hmm. Donc, il y a une grande transparence aujourd'hui dans les données de l'entreprise, dans tout ce qui est entrepris. Alors, peut-être que je peux encore me le permettre parce on a encore une petite équipe. On verra quand voilà, les questions se poseront au fur et à mesure. Donc, il y a ça. Ensuite, je suis pas très conformiste de manière générale, c'est-à-dire qu'on nous a toujours imposé 5 jours sur 7. Pourquoi? Et ça sort d'où? J'ai besoin de sens, moi aussi. Et pourquoi? Enfin, voilà. Aujourd'hui, c'est pas remis en question, on se pose pas la question, c'est normal. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi quand même, hein. Enfin, voilà. C'est parce qu'on me l'a dit toute ma vie, mais en fait, Et j'adore voilà. parce que Hein. je rigole, Elia, parce que je suis tellement comme toi. Et en fait, j'utilise même dans mes coachings, c'est-à-dire que quand quelqu'un me dit non, mais de toute façon, on fait comme ça, je dis mais pourquoi? Qui a dit ça? Je dis mais qui a dit ça en fait? Et donc quand tu commences à dire ça, je dis bah je sais pas, c'est tout le monde. Bah oui, mais tout le monde, c'est parce que tout le monde dit que c'est une vérité en fait, tout le monde a raison. Donc c'est intéressant toujours de se dire que la masse donne raison. Ce n'est pas vrai en fait. En vrai, ce n'est pas vrai. C'est pas aussi simple. Donc oui, et dans ce que tu dis aussi, donc il y a à côté de la confiance, il y a la reconnaissance. Et je pense que clairement, pour garder des talents, une sorte quand à la fois le collaborateur est reconnaissant et fier d'appartenir à une entreprise, ben, clairement, il va pas partir demain. Et même si tu es une petite entreprise, tu vois, je veux dire, il va se dire, bah tiens, c'est génial, je suis considéré, on fait attention à moi. Et ça, c'est la clé, en fait. C'est comment prendre soin de ses collaborateurs. Plus tu prendras soin de tes collaborateurs et plus, en fait, tu vas être performante. Donc ça, et le sens, et avec ce que tu rajoutais aussi, c'est le sens. Je voudrais justement te poser une question sur le sens. Parce que tu as dit, ben en fait, moi, mon idée, c'est, je fais le rapide, c'est que ben, en travaillant sur les appels d'offres, ça va me permettre que ces entreprises-là soient pérennes. Je fais le... Et si on essaie de faire un cran encore plus haut, tant que l'entreprise a grossi, que tu as plus en plus d'entreprises, ce serait quoi la vision d'Elia, en fait, pour le next step c'est quoi l'impact que tu as envie d'avoir? Est-ce que c'est plus d'entreprises, des entreprises plus grosses? C'est quoi en fait que tu aimerais faire? Plus d'entreprises, pas forcément, mais vraiment, j'avais et j'ai toujours plusieurs objectifs, en tout cas en termes d'ambition sur cette entreprise. Ambition. Elle le dit après tout doucement. Elle le dit fort, après elle le dit Ambition. doucement. Elle a dit un gros mot. Exactement. La première, c'était vraiment d'aider les entreprises françaises à vraiment profiter du levier économique des appels d'offres, que ce soit public ou privé, même si on le sait bien, dans le public, il y a d'autres enjeux encore, hein, plus complexes à saisir pour les entreprises. Donc là, il y a il y a une vraie idée de les aider à profiter de ce levier économique. En plus, on est quand même dans un contexte économique qui fait que voilà, on est sur France Relance, on parle de l'économie vertueuse et aujourd'hui, les entreprises françaises, je pense, n'utilisent pas assez les marchés publics. Au-delà de ça, il y a aussi l'idée d'aider les entreprises à rayonner sur le marché européen, voire international, que j'ai pu effectivement entrevoir dans mon dernier poste et que je trouve assez intéressante aussi pour donner du sens voilà, à l'entreprise, au cap qu'on veut donner. Donc, ce n'est pas forcément plus d'entreprises, mais en tout cas de pouvoir les aider à rayonner de façon plus large et d'aider finalement aussi peut-être à donner une meilleure image ou de contribuer à l'image de l'économie française vers l'extérieur, quoi. Ah ouais, c'est intéressant parce que moi, ce que j'entends, c'est aussi l'entrepreneuriat. On souffre hein, quand même en France, hein, parce qu'avec les croyances, plein de choses, alors qu'il y a tellement derrière de toutes ces entreprises petites, parce qu'on parle chaque fois des grosses boîtes du CAC 40 là, mais on parle pas de tous ces entrepreneurs, ces dirigeants qui font des choses exceptionnelles et magnifiques. Et c'est moi ce que j'appelle le made in France quand tu arrives à l'exporter en fait en dehors. Et je trouve que tu vois la dernière phrase que tu as dite, j'entends aussi, tu vois, le côté rayonné.
à l'international, tu vois, c'est cette idée de bah, on va remontrer aussi que nous on sait faire aussi, hein, d'entrepreneuriat. Alors oui, il y a on peut en parler des charges de machin, etc. Mais en vrai, on a tout en fait en France. Et c'est aussi cette croyance-là, quand on a cette croyance de dire, bah, moi je devrais que j'en compte plein d'entrepreneurs hyper actifs, que j'ai envie voilà, de pousser aussi, d'aider, voilà, parce que c'est ma clientèle. Mais c'est vrai que c'est aussi de redorer un peu le blason, moi, ce que j'entends un peu derrière aussi, de contribuer à ça de manière au niveau international, parce que je pense qu'on n'a pas du tout à rougir de l'entrepreneuriat français. Et on en vient finalement à la première problématique, mais juste on change d'échelle. C'est comment profiter de l'économie qui existe au profit des entreprises françaises. Après, ça peut être déjà, effectivement, en interne, on a déjà du mal. Enfin, je le vois bien, hein, ma première clientèle aujourd'hui, qui sont les PME, ils arrivent avec beaucoup de complexes, bizarrement. Alors, soit beaucoup de complexes en disant, ouais, mais moi, je suis une petite entreprise, je ne peux pas Mm. gagner. Donc, des croyances aussi encore hein, limitantes, mais Mm. beaucoup de complexes, on ne peut pas gagner face aux majors, etc. Les grandes entreprises avec qui je travaille, c'est pas du tout la même approche. On est plutôt sur, mais nous, on a un acteur de qualité. Donc, on a quelque chose à donner aussi sur les marchés publics, où on travaille beaucoup avec du privé. On aimerait pouvoir exporter notre connaissance sur le public. Donc, voilà, il y a des choses à donner. Il y a vraiment du travail pour les entreprises françaises. Enfin, en tout cas, moi, je suis convaincue, encore une fois. J'ai cette conviction. Et je trouve ça dommage, ouais, de rester comme ça sur ce territoire, alors qu'en fait, j'ai vu, pour le coup aussi, dans mon expérimentation, bah, en fait, les marchés européens, dès qu'on atteint un certain seuil, donc c'est forcément en fait un avis européen. Et en fait, moi, j'ai vu les Espagnols, les Italiens, les Allemands arriver, les Belges, Mm. voilà, et sans complexe aucun, hein, ils arrivent, Mm. ils prennent, c'est tout. Et c'est l'Europe et donc c'est bien. OK, si ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il Bien faut sûr. aussi que les entreprises françaises puissent profiter des marchés européens Mm. et qu'il y ait cet enrichissement et cet échange, voilà, à travers une économie. Je pense que vraiment, on a des domaines où on devrait être beaucoup plus présent. Et l'architecture en fait partie. Hein. Donc, D'accord. l'export de l'architecture française, j'ai quand même été dans des rencontres, que ce soit donc franco-chinoises ou vietnamiennes, d'ailleurs qu'on a reçues en Occitanie. Donc, on est quand même une région aussi très active pour ça, pour les relations internationales, D'ac- et où l'architecture française est vue à un niveau quand même très prestigieux. D'accord. Un peu du même Donc, ordre, tu dirais que l'artisanat, tu vois, du type la cuisine française ou les choses comme ça, tu dirais de cet ordre-là, en fait. largement, Ouais, largement. largement. D'accord. Alors après, avec une approche qui appartient aux Chinois et aux Vietnamiens, c'est-à-dire on aimerait avoir des bâtiments haussmanniens. Bon, ok, on a d'autres choses à donner, Chacun a son mais, style. mais c'est ça. Mais par contre, je pense vraiment, voilà, on est, et encore là, je parle de ce secteur parce qu'évidemment, c'est ma dernière expérience, mais je suis convaincue qu'il y a vraiment d'autres expertises à venir valoriser. Euh, Ouais. Ouais, mais je vraiment, suis convaincu aussi. Je suis pareil que toi. on peut donner Je- quoi. Mm. Ouais, ouais, je pense que c'est vraiment de reprendre confiance sur notre capacité, sur ce qu'on est capable de faire. Parce que c'est vrai que des fois, on voit la médialisation, on a l'impression que ce sont petit, alors que non, non, on n'a pas à rougir et d'oser, en fait. On revient sur moi, mon oser être, que j'aime particulièrement, mais pour moi, c'est l'audace, en fait, ça te permet de soulever des montagnes aussi et d'attaquer des marchés, d'attaquer comment dire ça, il y a par exemple des secteurs dans lesquels en fait tout le monde a pignon sur rue, c'est toujours le même, mais tu peux aller l'attaquer et c'est ce que j'aime bien aussi avec les jeunes, c'est que ils prennent pas, ils se posent pas la question, ils tentent quoi. Et donc je sais que l'économie, l'entrepreneuriat, ça va beaucoup évoluer. Alors, je veux parler d'un sujet parce que tu l'as évoqué et ça peut aider aussi les auditrices et auditeurs sur la décision. Parce que quand on est dirigeant, encore plus manager aussi, bah, on a tout le temps des décisions. Donc on ne se rend pas compte, mais déjà des micro-décisions très opérationnelles. Puis après, plus on monte dans la hiérarchie ou qu'on est dirigeant, bah, c'est des décisions d'un point de vue stratégique. Tu as parlé aussi d'intuition. Donc, quelle est la place de l'intuition dans tes décisions? Énorme. Je pense un peu trop, mais en fait, d'autres personnes sont là pour me le rappeler, donc ça va. Mais énorme, en- alors je dirais pas que je suis impulsive quand même, pas jusque-là, mais l'intuition, c'est vrai que en tout cas, quand je sens pas quelque chose, j'ai du mal à y aller.
vraiment. Et l'expérience a prouvé que généralement j'avais raison, parce qu'à chaque fois que je me suis pas écoutée, ça l'a pas fait. Donc vraiment l'intuition. Et de toute façon, quand c'est fait quand même avec cet outil, je pense qu'il n'y a pas de regret, en fait, tout simplement. Hmm. Je pense que le regret, c'est vraiment un peu la double peine, quoi. C'est vraiment le truc, ça n'a pas marché, puis en plus, j'aurais dû m'écouter. Bah non, enfin, voilà. Donc je préfère m'écouter en me disant, mais ouais, mais bon, j'ai été à fond de ce que voilà, de ce que je pensais, de ce que je croyais, et je suis mieux comme ça. Voilà. Après, Et quand non, tu dis non, que pas de tu regret. dis et quand tu dis qu'il y a des gens qui sont là pour, c'est qui en fait? Ces gens qui sont là pour, Genre toi, mais c'est ça, j'ai la chance, donc on en vient presque au réseau, tu vois, ça me permet de rebondir sur ça. Mais j'ai beaucoup de chance d'avoir des personnes vraiment bienveillantes qui croient en mon projet. Et je pense que ça joue aussi beaucoup à la personnalité. Et généralement, c'est aussi des personnes, voilà, qui sont très authentiques, et qui croient au projet et aux porteurs de projet. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. Alors, c'est bizarre de dire ça parce que ça fait voilà, l'autopromo, mais qui du coup vont comprendre soit le manque d'outils que je peux rencontrer à ce moment-là, parce que j'ai bien Mmh. conscience que je suis pas staffée pour tout. Je suis pas une grande financière. Peut-être sur l'ARH, j'essaie quand même voilà, de jouer sur l'inclusion, etc. Donc je suis quand même consciente de certains sujets. Mais on peut pas tout connaître, on peut pas tout maîtriser. Et de le savoir, c'est bien parce que ça permet d'aller solliciter les bonnes personnes. Alors au bon moment, peut-être pas forcément aussi, mais en tout cas, Mmh. pas trop tard, en tout cas dans les évolutions, pour l'instant que j'ai rencontrées dans l'entreprise sur 19 mois. D'accord. Euh, et c'est vrai que là, on est en train de faire un gros travail sur l'entreprise à différents niveaux, parce que en fait, une question en entraîne une autre, en entraînant une autre. Attention, toujours en face, une solution possible. Mmh. Et ça, par contre, pour moi, c'est très exaltant, clairement, parce que en plus, j'ai justement ces personnes qui vont m'aider en fait à répondre à ces problématiques. Alors, je dis pas que c'est évident, je dis pas que ça ne demande pas du travail, parce que là, j'ai l'air de lui dire, genre c'est facile, pas du tout. Mais c'est aussi ça qui font que les personnes vont pouvoir me positionner et s'engager sur certaines stratégies parce qu'ils savent que je vais y aller. Mmh. Mmh. En tout cas, c'est ce que, c'est ce que je laisse paraître, mais j'y vais, quoi. Donc après, je pense, voilà, le travail, la persévérance et surtout ne pas avoir honte d'aller questionner des gens parce on n'est pas censé tout savoir. Enfin, voilà. Mmh. Je joue pas du tout la super-héros, justement, de la dirigeante, quoi. Mmh. C'est Et super ce que tu dis, jusqu'ici, les ouais. personnes que j'ai sollicitées vraiment m'ont mis en réseau et en connexion avec les Mmh. bonnes personnes. Et c'est Mmh. assez fou parce que je suis toujours en train de me dire, waouh, c'est génial, c'est génial. Bon, en fait, j'ai quand même demandé et j'ai actionné le truc. Mais c'est vrai que c'est quand même génial, finalement, qu'on me mette en relation comme ça avec les bonnes personnes, presque au bon moment. Voilà. Donc, Ouais, mais c'est le clair, réseau fait c'est beaucoup. ouais, ouais, c'est pour ça que, pour moi, un dirigeant, quel qu'il soit, doit construire son réseau en parallèle de son activité. Et c'est pas un réseau pour dire juste pour avoir un réseau, avoir un carnet d'adresses. C'est vraiment en fonction de ses besoins. Et comme tu dis si bien, c'est-à-dire que plus tu vas monter et plus ton réseau il va changer. Parce que tes questions sont de plus en plus complexes, sont de plus en plus stratégiques, et donc tu vas évoluer en même temps. Ton réseau il va aussi évoluer. Ce que j'aimerais savoir, c'est parce que quand même, pour entretenir un réseau, parce que juste pour aller un cran plus loin, pour que les gens comprennent ce que ça signifie aussi construire un réseau, c'est aussi généralement, et tu vas me dire si toi tu as la même croyance que moi, donne et tu recevras. Ah oui, bah moi, clairement. Oui, voilà, clairement, c'est ça. Effectivement, on fait vite le tri aussi bah, sur ceux qui sont là. Alors, c'est marrant parce qu'il y en a qui ont un réflexe en me disant, oh, c'est quoi son activité? Elle a rien à m'apporter, au revoir. Pardon? Bah là, non, on n'est pas sur des relations humaines en fait. Bon, déjà, c'est une façon de penser qui est très court-termiste. En plus, l'histoire a prouvé que finalement, ben, quand les gens font confiance, qu'ils se disent mais oui, on est sur les mêmes valeurs, etc. Bah, en fait, ils vont être prescripteurs aussi. Donc, c'est peut-être pas forcément pour travailler avec la personne en elle-même, mais elle va recommander en se disant qu'elle va aider quelqu'un. Enfin voilà, on est sur des propositions de services, on est sur des réponses de solutions. On n'est pas là à se dire, bon, il faut absolument que je la cale parce il y a une commission à côté ou je ne sais quoi. Donc, c'est là où on est sur du vrai réseau de valeurs et sur du réseau aussi apprenant. Parce que finalement, justement, quand moi j'échange sur mes difficultés d'entrepreneuse et on pourrait se dire, oh, mais là, je suis en train de montrer des failles, je suis en train de montrer que je suis fragile. Mm. Donc, peut-être que. Ben non, déjà, je suis lucide.
en fait, quand on échange, on voit très bien qu'on est quand même plus ou moins tous face aux mêmes difficultés, mais juste de l'avoir évoqué, voilà. Donc déjà, il y a peut-être des partages de bonnes pratiques qui se font de façon automatique, et auquel cas, et bien, du coup, on a aussi justement les bonnes cartes. On nous donne les bonnes cartes. Hmm. Si on avait dit, oh ben non, moi tout va bien, alors qu'en fait c'est pas vrai. Ah bah je gère grave, enfin voilà, ça n'a aucun intérêt. Et c'est pour ça, c'est en ça aussi, je pense qu'il faut rester authentique aussi dans les difficultés qu'on Hmm. rencontre. Et c'est normal. Enfin, enfin, pour moi, voilà, j'ai pas trop de complexe à dire, ah là, j'arrive pas. Enfin voilà, tu le vois très bien quand on se rencontre et qu'on mange ensemble. J'ai aucune difficulté à te dire, là ça va pas et là ça va. Ouais. Parce qu'en fait, on est tous face, je pense, vraiment aux mêmes difficultés. Et Voilà. c'est ce que tu appelles, je trouve ce mot-là très juste, en tout cas la lucidité, que j'entends pas très très souvent parce que je suis une fan de la sémantique. C'est intéressant que tu vois, je relève ce mot parce que je me dis il dit beaucoup de choses, il a beaucoup de sens et en même temps je l'entends pas souvent. Donc je retiendrai en tout cas le mot lucidité. Je trouve qu'il est à propos. Rester lucide et comme ça lucide sur le fait de qu'est-ce que je sais pas, lucide sur où c'est facile, où c'est difficile, lucide sur tout ça en fait. Est-ce que alors là on arrive presque au terme. Je te Oui. propose qu'on parle un peu d'un sujet de dirigeant d'entreprise et moi je vais voir comment tu fais aussi. J'aime bien savoir comment chacun fait sur la conciliation vie pro vie perso. Oh, Alors bon, il y a une petite grimace de Elia, parce j'ai, qu'en fait tu as j'ai- dit, j'ai bien retenu, parce que je retiens aussi parce que je suis un peu pareil, il n'y a pas de différence entre le pro et le perso, puisque de toute façon c'est un leurre, et encore plus je pense qu'on est dirigeant, ça c'est clair, mais en tout cas de se dire comment moi j'imagine toujours en sphères, donc j'ai deux sphères qui sont et que j'ai que 100% de temps. Et je remplis, tu vois, un peu des fois là, un petit peu des fois là, tu vois, et je bouge comme ça, et je bouge le curseur. Comment toi tu fais sur la conciliation vie pro, vie perso, et surtout en termes d'énergie, pour garder l'énergie, quoi. Alors évidemment, on a toujours tendance à dire, à parler de la fameuse balance. Mais j'ai envie de dire quand même que c'est pas forcément une image, moi, que j'utilise pour parler de ça, parce qu'en fait, il y a clairement des moments où ça balance vraiment vers le côté pro, et clairement plutôt où justement je vais avoir besoin de me ressourcer et donc de m'écouter, et plutôt côté famille où je veux dire, oh là, c'est bon, c'est week-end, quoi. C'est week-end à la mer et on va et tant pis, on va se ressourcer, voilà. Alors je suis limite un peu borderline parce que j'en arrive à cette extrémité. Je pense parce que l'entreprise est jeune aussi. J'ai une chance incroyable, et je le mesure vraiment, d'avoir aussi un compagnon qui me soutient vraiment à 3000% sur ce lancement, sur cette activité. Quand j'ai annoncé que je quittais mon poste pour créer mon activité, à aucun moment il m'a dit mais t'es folle, ou c'est pas le bon moment, Mm. ou attends encore un petit peu, ou voilà. Non, ça a été mais oui, t'es clairement capable, vas-y. Et ça, je sais que c'est quand même, on n'a pas tous la chance, je pense, d'avoir vraiment ce côté-là. Il est vraiment, voilà. Sur ça, je sais que c'est vraiment une chance. Et du coup, j'ai pas trop cette contrainte aussi qui peuvent avoir certaines personnes, je pense, de dire, ah mais là, ça fait 3 soirs de suite. Et c'est quand que tu passes une soirée avec moi? Donc sur la qualité de vie que je vais avoir en fait avec ma vie perso, c'est de moi-même en fait où je vais me dire, bon, là quand même, moi j'ai besoin. Mais donc du coup, c'est vrai que j'ai quand même cette chance de pouvoir me dire, là, c'est moi qui ai besoin en fait. Et pas, on me l'impose pas, et nous, quoi. Enfin voilà. Donc et je pense que du coup, ça marche aussi parce qu'on a tous conscience de, voilà, de là où on veut aller et du chemin qu'on a décidé de prendre ensemble. Donc, c'est quand même un choix de famille. Et à partir de là, je pense que ça suit son cours sur ce fameux équilibre. Moi, j'ai clairement besoin aussi d'avoir du temps. En fait, si on doit désigner trois piliers, et effectivement ce besoin d'avoir du temps pour moi, et j'en ai conscience. Et ça passe par voilà, différents temps pour moi. J'ai du temps pour ma famille, et ça passe aussi par différents moyens. Et après, le reste, effectivement, c'est vraiment pour l'entreprise. Mais on a un objectif, c'est-à-dire que voilà, moi je me dis, à un moment donné, j'arriverai à rester à 20% dans la production, et du coup à avoir du temps pour ma famille. Et voilà, c'est un investissement de temps aujourd'hui que je fais pour plus tard. D'accord, ok. Mais on en reparlera dans un an, Elia, parce que les choses bougent tellement vite. Alors, je rebondis sur plein de choses que tu as dites. Alors, déjà, la première, et ça, c'est mon petit kiff que j'ai envie de dire, c'est que là, en fait, je suis en train de me dire,
pendant des années, on a entendu derrière un grand homme, il y a une femme. Et là, moi, ça fait deux, trois invités que j'ai, et que là, je me dis, derrière une grande femme, il y a un homme. Et moi, je le vis aussi comme ça parce que j'ai un partenaire, ce que j'appelle un partenaire de vie. Mon mari, c'est mon partenaire de vie. Et comme tu dis, on prend même la décision de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est une décision de famille. Ce n'est pas moi toute seule qui ai pris cette décision. Et c'est comme ça aussi que ça marche. Ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est que, donc ça, c'est juste mon petit truc parce que ça me fait plaisir de le dire dans Family Leader. C'est le fait d'avoir conscience de soi permet de savoir de quoi, ce dont j'ai besoin. Et ça aussi, plus on se connaît, plus on est capable d'écouter sa petite voix, plus on est capable d'écouter son corps, parce que le corps donne des signaux, plus en fait on va savoir comment gérer notre énergie, plus on va savoir faire la conciliation vie pro, vie perso. Tu vois. Et ça, je trouve ça super chouette que tu l'aies dit. Je le reformule comme moi je l'entends. Mais, mais c'est vrai que je trouve ça, voilà, je pense que c'est une très très belle clé que tu as, qui est de prendre conscience de soi. Et après, sur la partie demain on verra, parce qu'on fait tout ça pour après, je te laisse cheminer toute seule. Et on en reparlera après parce que ça c'est encore un autre sujet. Ok, donc bah, je pense on a fait beaucoup de sujets différents. On te trouve où, Elia? Si on veut te contacter pour Euh, te dire que que ce magnifique épisode était hyper inspirant. mon réseau d'adoption préféré, c'est comme LinkedIn, hein, ça c'est clair. Et c'est là que je rencontre le plus d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, même de salariés ou des salariés qui veulent se lancer et qui me contactent. Tu vois, mais moi, même moi, ça me fait bizarre. Donc c'est chouette. Et justement, les appels d'offres laissent vraiment la porte ouverte à ça, parce qu'il y en a qui viennent me voir en disant, ouais, mais moi, je viens de créer ma boîte, comment je fais pour répondre? Et je leur dis, mais justement, c'est pas fermé. Donc c'est bien. Et après, tout simplement, on a notre site internet aussi qui permet où il y a toutes les coordonnées pour rentrer en contact avec nous sans souci. Et la petite anecdote rapide que j'ai, parce que c'est arrivé hier, donc en fait, ça me fait beaucoup rire. J'ai une personne de LinkedIn qui m'a contactée et qui me dit, mais c'est vous qui répondez au téléphone? Je trouvais ça énorme. J'ai dit, ouais, c'est encore moi, ouais. Je dis, en fait, je comprends pas. Ah, mais non, mais parce que du coup, parce que c'est bien vous qui postez les posts. J'ai dit, oui, oui, genre, de ma page, hein, du coup, même pas à la page entreprise. Et je Mhm. trouvais ça un peu mignon, quoi, de dire, ouais, c'est vrai que je devrais mettre un assistant de direction spécial Mais Elia c'est bientôt, Préville. bientôt, pas encore, mais ça va Ah, arriver, ça va arriver. n'hésitez pas, je suis encore très accessible. C'est mon vrai téléphone que je communique. Je trouvais ça énorme. Non, mais c'est vrai que ça, c'est un truc que tu dis qui est intéressant parce que je suis en train de le vivre aussi en ce moment. C'est-à-dire que le fait qu'on est très présente sur les réseaux sociaux, les gens, ils voient quand même qu'on a une vie, on a des enfants, des fois on en parle ou pas, mais en tout cas, ils savent qu'on a une vie de famille, qu'on a cette société-là à créer, donc on a des clients, et donc ils pensent qu'on est inaccessible parce qu'on n'a pas le temps. En fait. Mais encore une fois, le temps, ça se prend, déjà. J'ai toujours dit que le temps se prend. Ce n'est pas, c'est pas, voilà. Mais en plus, nous, ça nous fait plaisir de transmettre et de faire du réseau. Et quand on est, moi, je suis hyper frustrée aujourd'hui, pour être honnête, que les gens ne viennent pas plus vers moi. C'est-à-dire, quand je leur dis, bah, voilà, bah, si tu veux, on peut ah ouais, mais génial, ouais, moi, je veux bien te rencontrer, etc. Mais je dis, mais pourquoi vous pensez pas à juste, ah ouais, mais on pensait que t'étais trop occupé, vu tout ce que t'as à faire. Et c'est vrai. Oui, je suis trop occupée, mais si jamais, c'est par exemple, comme tu dis, quelqu'un qui a envie de se lancer et que j'inspire, ou quelqu'un qui a envie je sais pas, qui a une question bien précise, etc. Moi, je suis ravie d'aider parce que c'est plein de petites pépites comme ça, ce que j'appelle maintenant mes graines, que je mets un peu partout. Si ça aide une personne et que dans 10 ans, la personne elle vient me dire, ah ben tiens, ça a été le départ de, ben moi, je suis contente en fait. Tu vois, c'est pour ça En qu'on est. plus, là, c'est ton côté coach qui parle, mais c'est vrai que moi, en plus, je me sens pas illégitime, mais pas non plus forcément super légitime. Et du coup, je suis très honorée, sincèrement, hein, quand on vient me voir en me Hmm. disant, oh voilà, ah, je trouve ça génial ce que vous dites, ah, ça m'inspire, ça me donne envie de me lancer.
Ok. Mais tu es une femme Tu vois, inspirante, moi, Elia, mais je... assume, tu es une femme Non, mais je suis inspirante. très honorée. Je suis très honorée vraiment que Et les c'est gens viennent bien, avec cette garde démarche, cette. quoi. Voilà. Et mais de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est un honneur quand les gens ont envie de te voir parce que justement, ils trouvent que ce que tu fais, c'est génial. Moi, je trouve ça super chouette. Moi, c'est vrai que il y a deux dimensions. J'ai le côté coach et puis il y a le côté Fabienne. C'est-à-dire, moi aussi, le fait que, tu vois, j'ai quitté une grosse boîte, j'ai tout plaqué pour faire quelque chose, ça inspire des gens. Et moi, je suis toujours très contente de partager quand des gens font la même démarche parce que je sais à quel point c'est difficile, à quel point ça demande du courage, à quel point, tu vois, tout ce que ça, surtout quand tu as des gros salaires, tu vois, tu as l'aspect argent, l'aspect, voilà, tout ça qui rentre dans la ligne en ligne de compte, quoi. Ok, sur LinkedIn, si vous voulez discuter, avoir des infos avec Elia. Et est-ce que, généralement, j'aime bien demander à mes invités s'ils ont un petit livre à nous conseiller de développement personnel, entrepreneuriat, management, leadership ou même un roman ou ça peut être des fois on m'avait donné même des vidéos YouTube ou podcasts, peu importe. Est-ce que tu pourrais nous conseiller comme ça nous on fait notre Je suis bibliothèque? tellement basique, tellement basique. Moi, j'aime bien. Alors, j'aime bien les biographies de manière générale, que ce soit. Bon, généralement, c'est quand même plutôt des femmes. Je vais pas mentir, mais j'ai pas de nom précis, mais j'aime bien lire les biographies. Et c'est souvent le titre qui va m'inspirer avec la quatrième de couve. Et je me dis, ah ouais, voilà. Là, je vais prendre D'accord. quelque chose en fait. Je vais prendre, bah, justement, souvent, c'est souvent soit voilà, beaucoup de résilience, beaucoup de rebondissements, et où ça permet aussi de remettre les choses à sa place, de Hmm. relativiser, de se dire, waouh, il y en a qui partent. Et sur LinkedIn, on en a tellement de parcours inspirants. Enfin, franchement, même Hmm. sans aller très loin, sur YouTube Hmm. aussi, bien sûr. Mais voilà, aujourd'hui, il y a tellement de canaux d'expression de personnes qui arrivent à inspirer aussi par leur parcours. Hmm. Sur LinkedIn, il y en a beaucoup, d'ailleurs, on en Complètement. a en commun et qu'on suit. Hmm. Aujourd'hui, voilà, moi, ça me permet de nourrir aussi, voilà, ce positionnement et de me dire, ouais, ça me motive, ouais, je suis capable, vas-y, Hmm. voilà. Toi aussi, tu peux avoir Ouais. cette énergie, tu peux y aller. Si en plus, encore une fois, il y en a qui se disent ça en voyant mon petit parcours, je me dis, bah, franchement, voilà. Mais voilà, il y a beaucoup d'inspiration à aller chercher sur beaucoup de réseaux, quoi. Ouais, clairement. Et Et d'ailleurs, c'est l'idée, aussi comme ça qu'on a réussi à se mettre en contact. Je trouvais aussi exactement. ça cool, voilà. Hein. Exactement, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est parce que j'avais fait un épisode sur le fait pourquoi la comparaison peut être utile. C'est parce que c'était un peu provoque, mais c'était pour parler d'inspiration. C'est-à-dire ne pas confondre se comparer à quelqu'un pour se sentir moins bien et l'inspiration. L'inspiration, c'est ça me permet de construire un peu notre rêve en fait. Jusqu'où j'ai envie d'aller et chacun justement c'est propre. Quel rêve j'ai envie de construire? Comment je m'imagine dans 5 ans? Pas ce que je discutais avec une amie hier, pas en faire, mais en qualité d'être en fait. Tu vois, qui je suis, comment je me sens. Moi, je rêvais d'une vie il y a 5 ans où j'étais sereine, tranquille, tu vois, parce que j'étais tellement stressée, tellement mal dans ma peau, etc. Et tu vois, et ça, c'est lors de s'inspirer, de dire putain, il y a quelqu'un qui a réussi à le faire. Moi, du moment que t'as, comme toi, hein, du moment qu'il y a une personne qui a réussi à le faire, c'est que c'est possible. Tu vois, alors que, tu vois, Et en plus, souvent en partant justement avec déjà une mise de départ qui était pas fou. C'est là où en fait on voit que c'est pas les diplômes, c'est pas voilà c'est vraiment l'intelligence et les compétences qu'on arrive à développer au fur et à mesure. On arrive aussi à développer ça de l'expérience des autres, donc c'est-à-dire même sans avoir vécu sa propre expérience, en s'inspirant justement. Et c'est ça qui est beau, quoi. ouais, ok, c'est super beau. En tout cas, merci Merci beaucoup, c'est infiniment. moi. J'ai adoré cet échange. J'ai pris beaucoup de plaisir. C'était un autre style que ceux que j'ai fait jusqu'à présent, c'est-à-dire que là, c'était le premier. Je sais pas si vous avez noté, vous allez me dire en commentaire. C'est le premier où j'ai pas envoyé les questions à l'invité. J'ai testé sur Elia, elle ne savait pas.
Ça rebondit, parce que on écoute active. Moi, j'ai beaucoup pris plaisir justement d'être vraiment focus sur ce que tu pouvais dire et de rebondir sur ce que j'avais envie de rebondir, de me laisser aussi cette liberté. Donc j'avais quelques questions quand même clés, mais j'en avais très très peu parce que je vivais l'instant présent et je trouve que c'est chouette aussi de faire comme ça. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc merci en tout cas d'avoir joué le jeu, Merci, moi Elia. également. Donc par contre, on garde la coutume, c'est toujours de laisser le dernier mot de la fin à l'invité. Donc moi, je vous dis à très bientôt et je laisse le dernier mot de la fin à Elia. Bye bye. Merci. Attendez, ne partez pas tout de suite. J'ai besoin de vous encore quelques secondes. Vous pouvez soutenir ce podcast afin qu'il puisse continuer d'exister de façon totalement gratuite. La première consiste à mettre une note et un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Vous retrouverez les liens dans le résumé de l'épisode. La seconde consiste à parler autour de vous de ce podcast et à envoyer un épisode que vous avez aimé. Cela me rendra happy. Et si vous avez des questions ou des commentaires sur un ou plusieurs épisodes du podcast, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux en recherchant Fabienne Woltor. Je suis très présente sur LinkedIn et Instagram.